Ma sœur m'a envoyé un texto, tu n'es pas invité au mariage. Adieu, raté. Ma mère a ajouté un emoji cœur. J'ai répondu, parfait. Alors je retire mes paiements du compte. Ils ont continué à plaisanter dans la conversation de groupe, mais le lendemain matin, tout avait changé. C'est avec tristesse que je partage cette histoire particulière de ma vie, mais la voici. Elle raconte le moment où ma sœur a décidé que je n'étais pas assez bien pour faire partie de son mariage, alors que je l'avais pratiquement construit de A à Z. Et comment ce simple texto a déclenché une réaction en chaîne que personne n'avait vu venir. Ni elle, ni mes parents, ni même moi. Tout s'est passé un jeudi anodin, alors que j'étais chez Target. Je ne cherchais rien d'important, je me promenais simplement après le travail pour me vider la tête. J'avais un panier avec quelques bougies et des barres protéinées. Je ne pensais ni à Amanda, ni au mariage, ni au fait que je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis quelques jours. Tout semblait normal. Puis mon téléphone a vibré. C'était la conversation de groupe que nous avions créée pour le mariage, celle nommée « l'équipe mariage de la famille ». Je l'ai ouverte en m'attendant à voir quelque chose sur le dîner de répétition. Peut-être une question sur les chemins de table. Au lieu de ça, j'ai vu quelques mots qui n'avaient aucun sens au début. Tu n'es pas invité. Adieu, raté. Juste ça. Sans contexte, sans explication. Ma sœur, Amanda, l'avait envoyé comme si elle commandait un café. Et juste en dessous, ma mère avait ajouté un emoji cœur. Même pas une phrase, juste un cœur. Comme une sorte de sceau d'approbation tordu. Je suis resté là, figé au milieu du rayon des snacks, à relire le message encore et encore. J'ai attendu que quelqu'un dise que c'était une blague, ou que le téléphone d'Amanda avait été volé ou piraté, mais personne ne l'a fait. La conversation est devenue silencieuse. J'ai posé mon panier sur une étagère au hasard et je suis sorti du magasin sans dire un mot à personne. Ce soir-là, je n'ai pas répondu. J'ai observé. Quelques heures plus tard, ils discutaient à nouveau dans le groupe comme si de rien n'était. Amanda a posté un TikTok d'une mariée qui riait. Ma mère a écrit, tellement vrai, les filles. Mon père a dit, enfin, pas de drame. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas une erreur. Ils le pensaient. Ils voulaient que je parte. Mais ils avaient oublié une chose, malgré tout ce que j'avais fait. C'est moi qui payais pour la majeure partie. Le lieu de réception, payé avec ma carte de crédit. Cette robe à 1850 € dont Amanda était obsédée, j'avais versé la compte. Les fleurs, les menus de dégustation, les faire-part calligraphiés, et même les satanés échantillons de gâteaux. Tout venait de moi. Amanda disait toujours qu'elle me rembourserait une fois que les cadeaux de mariage commenceraient à arriver. Mes parents disaient qu'ils contribueraient quand ils le pourraient, mais ils ne l'ont jamais fait. Je gardais les reçus, au sens propre du terme. Alors, j'ai finalement répondu, parfait. Alors je retire mes paiements du compte. Personne ne m'a prise au sérieux. Amanda a posté un mème d'un pistolet à billets. Maman a répondu, ne sois pas si dramatique, ma chérie. Papa a ajouté un pouce levé, comme si nous parlions de couleur de peinture. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai passé quelques appels. Le lieu de réception a accepté l'annulation immédiatement. La compte était à mon nom. Pareil pour le fleuriste. Le traiteur a eu besoin d'un peu de persuasion, mais une fois qu'ils ont vu mon nom sur le contrat, ils ont annulé la commande. La boutique de robes de mariée a été la seule à hésiter. Amanda était déjà venue pour un essayage, mais quand je leur ai rappelé que j'avais payé la compte et que je n'avais pas approuvé les retouches, ils ont accepté de tout mettre en attente. Le lendemain matin, à 11 h, le mariage n'existait plus. À 12h22, Amanda m'a envoyé un message. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas répondu. Puis le déluge a commencé. Ma mère a dit que je gâchais tout. Amanda m'a dit que j'étais mentalement instable. Mon père a dit que c'était exactement pour ça qu'il ne voulait pas que je sois impliqué au départ. Ils ont envoyé 18 messages en 10 minutes. À 15h36, Amanda s'est tue un moment. Puis elle a envoyé ceci, tu as 1 heure pour arranger ça, ou je dirai à tout le monde ce que tu as fait à Ryan. Ça m'a fait rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que ça montrait à quel point elle était désespérée. Elle en était réduite aux menaces, espérant que quelque chose fonctionnerait. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai bloquée.
Amanda pensait qu'elle pouvait m'écarter et garder tout ce que je lui avais donné. Mes parents pensaient que je finirais par céder s'ils m'ignoraient assez longtemps. Ils n'avaient pas réalisé que j'avais finalement atteint la limite de ce que j'étais prête à tolérer. Ils voulaient un mariage sans moi. Très bien. Qu'ils essaient d'en avoir un sans mon argent. Les premiers jours après avoir tout annulé ont été étonnamment calmes. Je pensais qu'il y aurait plus de feux d'artifice, mais au lieu de ça, c'était comme s'ils étaient passés en mode gestion de crise, ou peut-être sous le choc. Amanda m'a désabonné de partout. Instagram, Facebook, même Venmo. Ma mère m'a envoyé un message de 2 paragraphes disant qu'elle était déçue de la façon dont j'avais géré les choses et qu'elle espérait que je retrouverais la raison avant qu'il ne soit trop tard. Mon père m'a envoyé un lien YouTube vers une vidéo sur le pardon. Je ne l'ai pas regardé. Ils se sont abstenus de supplier. Je pense qu'ils étaient encore convaincus que je finirais par craquer, que je me sentirais coupable, que je me réveillerais au milieu de la nuit en sueur et que j'enverrais un texto d'excuses avec un emoji en pleurs et la promesse de tout payer à nouveau. Mais je ne l'ai pas fait. C'était fini. Une semaine plus tard, Amanda a posté une photo d'elle dans une autre robe de mariée. C'était clairement une robe de prêt-à-porter. Elle avait l'air furieuse. La légende disait quelque chose comme « nouvelle robe ». L'autre était maudite de toute façon, avec un emoji qui lève les yeux au ciel. Les commentaires étaient remplis de ses amis qui l'encensaient, disant à quel point elle était magnifique, que celle-ci lui ressemblait tellement plus. Mais j'ai remarqué que le nombre de j'aime était faible, beaucoup plus bas que d'habitude. Ce soir-là, vers 22h, j'ai reçu un appel de ma tante Cathy. Elle n'a même pas fait semblant de bavarder. Elle a dit qu'Amanda racontait aux gens que j'avais fait une dépression nerveuse et que j'avais essayé de ruiner le mariage parce que j'étais jalouse. Elle a dit que ma mère prétendait que j'étais instable et que je causais des problèmes depuis des années. Je pouvais entendre le malaise dans sa voix. Elle n'y croyait pas, mais elle ne voulait pas se mêler de l'affaire. Puis elle a posé la question que je savais qu'elle allait poser. « As-tu vraiment tout annulé ?» Je lui ai répondu que oui, et que je ne le regrettais pas. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a simplement dit « Waouh, eh bien, tant mieux pour toi. » La nouvelle a commencé à se répandre après ça. Ma cousine Sarah m'a envoyé un message 2 jours plus tard, me demandant s'il était vrai qu'Amanda et Ryan essayaient d'organiser un mariage dans leur jardin maintenant qu'ils ne trouvaient pas de lieu à si court préavis, et que le fleuriste avait refusé de travailler avec eux sans moi. Je n'ai pas répondu, mais j'ai commencé à recevoir des textos de numéros que je ne reconnaissais pas. La mère de Ryan, une demoiselle d'honneur d'Amanda, une vague cousine au second degré qui ne m'avait pas parlé depuis 5 ans. Tous essayaient différentes tactiques, la culpabilité, la flatterie, même la fausse confusion. Salut, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un malentendu avec l'organisation. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Amanda a dit que tu te mettais en retrait. Veux-tu que j'aide à arranger les choses? Vraiment désolé pour le drame. On sait tous comment sont les mariages. J'ai ignoré tout le monde. 3 jours avant ce qui devait être la date du mariage, ma mère s'est présentée à mon appartement. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle est restée dehors pendant près de 15 minutes. Je l'observais à travers le judas. Elle a sonné 2 fois, puis est partie. 10 minutes plus tard, elle m'a envoyé un texto, « S'il te plaît, parle-nous. On peut encore arranger ça. » J'ai fixé ce texto pendant un long moment. J'ai pensé aux années où l'on m'a traité comme un portefeuille sur pattes. La façon dont ils s'attendaient toujours à ce que je les aide parce que j'avais un emploi stable et pas de mari ou d'enfant. La façon dont ils m'ont utilisé encore et encore, en appelant ça de l'amour. Puis j'ai effacé le message. Qu'ils se débrouillent. Le mariage était en péril. Leur budget était parti en fumée et le temps pressait. Ils voulaient m'exclure. Maintenant, ils allaient voir jusqu'où ils iraient sans moi. 2 jours avant le mariage, j'ai reçu une demande Venmo d'Amanda. 7 300 €. Pas de message, pas de contexte, juste le chiffre, comme si j'étais une marraine du mariage qui avait oublié d'envoyer son don. Je l'ai refusé. 10 minutes plus tard, une autre est arrivée. Même montant. Toujours rien d'écrit. Je l'ai refusé aussi. Et cette fois, je l'ai complètement bloqué sur Venmo. Ça a rendu les choses réelles. Je pense que c'est à ce moment-là que le changement s'est opéré. On pouvait le sentir, comme si le dernier fil avait lâché. Plus tard dans l'après-midi, un texto d'un numéro inconnu est arrivé. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite.
Je l'ai laissée là pendant que je préparais le dîner, que j'arrosais mes plantes, que je me versais un verre de vin. Quand je l'ai finalement lu, je n'ai pas été surprise. C'était Amanda. Je sais que tu es en colère, mais tu as fait passer ton message. Nous sommes déjà engagés dans des choses. Le fait que tu annules tout ne fait que tout gâcher pour moi. S'il te plaît, ne détruis pas mon avenir juste pour te venger. Cette dernière phrase, ne détruis pas mon avenir, comme si c'était moi qui brandissais la boule de démolition. Comme s'il ne m'avait pas viré de la conversation de groupe et humilié devant notre famille et nos amis. Comme s'il n'avait pas ri quand j'ai dit que je me retirais. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. Ce soir-là, j'ai reçu un appel du lieu de réception, celui qu'Amanda avait tellement aimé qu'elle avait pleuré pendant la visite. La femme au téléphone était calme mais directe. Quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi, demandant d'annuler l'annulation. Quand elle a demandé une vérification d'identité par email, ils ont raccroché. Elle voulait juste me faire savoir qu'elle avait signalé le dossier. Je l'ai remerciée. Elle n'a pas posé de questions. Ils essayaient de réparer les dégâts discrètement, mais tout avait été à mon nom. Chaque signature, chaque email, chaque confirmation de paiement. J'avais tout géré, et maintenant ils étaient aux abois. Le lendemain matin, ma boîte de réception contenait un long email de mon père. Objet, réglons ça. Il a commencé par des excuses mielleuses, le genre que l'on écrit quand on essaie de manipuler quelqu'un sans en avoir l'air. Il a dit que les mots d'Amanda avaient été impulsifs, que les tensions étaient vives, que le message n'était pas destiné à me blesser, même s'il l'avait clairement fait. Puis il a dit qu'il comprenait ma frustration, mais que je devais voir la situation dans son ensemble. Tu as encore le temps de bien faire les choses, a-t-il écrit, comme si c'était moi qui avais ruiné quelque chose de sacré. Il a terminé par une vague promesse de me rembourser, une fois que la poussière sera retombée. Cette partie m'a fait rire. Il n'y avait plus de poussière, juste des débris. Plus tard dans la journée, Amanda a posté quelque chose dans sa story Instagram. Un selfie en noir et blanc, sans maquillage, les yeux tristes, tenant une tasse de café. Par-dessus, elle avait écrit « La pire des trahisons vient toujours de ceux qui vous sont les plus proches ». Elle ne m'a pas identifié. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait. Les messages ont commencé à affluer comme une vague. D'anciennes amies d'université, des cousins éloignés, des gens à qui j'avais parlé 2 fois en 10 ans, sortant soudainement de l'ombre. Salut, j'ai entendu dire qu'il y a un drame avec le mariage. J'espère que tu vas bien. Ce ne sont pas mes affaires, mais les gens parlaient, je voulais prendre de tes nouvelles. Amanda dit des choses assez intenses. Je voulais juste avoir ta version avant de répondre. Je les ai tous ignorés. Pendant ce temps, les initiés continuaient de me tenir au courant. Ma cousine Sarah m'a appelé depuis sa voiture, chuchotant comme si elle divulguait des informations classifiées. L'idée du mariage dans le jardin était tombée à l'eau. Le voisin avait appelé la mairie après avoir vu toutes les chaises pliantes et une tente géante être installées sans permis. Un inspecteur des pompiers était passé et avait tout fait arrêter. Le traiteur avait mis le nom d'Amanda sur liste noire après qu'elle ait essayé d'utiliser mon ancienne facture comme preuve qu'elle avait un compte chez eux. La boutique de robes ne voulait pas libérer la robe tant que le solde n'était pas payé. Personne n'avait ce genre d'argent sous la main. Et apparemment, Ryan, son fiancé, était sur le point de tout annuler. Il aurait dit à un témoin, si c'est à ça que ressemble le fait d'épouser sa famille, je dois peut-être reconsidérer les choses. Puis est arrivé le message qui a tout changé. Il est apparu dans la conversation de groupe. Je n'en étais jamais parti. Je ne pense pas qu'ils aient réalisé que je pouvais encore le voir. Ma mère, on ne peut pas faire ça sans elle. Ce n'est pas possible, Manda. Amanda, et alors? On doit la supplier. Mon père, on lui propose de la rembourser. Elle finira par craquer. Elle craque toujours. Cette phrase m'a marqué. Elle craque toujours. Comme si j'étais un distributeur automatique qu'il suffisait de secouer assez fort pour obtenir ce qu'on voulait. Je n'ai pas répondu. Je les ai juste regardés s'effondrer à distance. Ils pensaient que j'étais une proie facile. Ils pensaient qu'il suffirait d'un peu de culpabilisation et de fausses excuses pour récupérer l'argent. Mais cette fois, ce n'était pas comme avant. Ils voulaient m'utiliser comme une carte de crédit avec des sentiments. Pas cette fois. Le mariage était dans 2 jours. Pas de lieu, pas de prestataire, pas de robe, et pas de plan B.
Ils avaient coupé les ponts et se tenaient sur les cendres, attendant que je les reconstruise pour eux. Et moi, je suis simplement parti. Le matin de ce qui aurait dû être le dîner de répétition d'Amanda, le silence était étrange. Pas de nouveaux messages, pas d'appels, pas de mise à jour accidentelle dans le groupe de discussion. Pour la première fois depuis des semaines, mon téléphone était complètement silencieux. C'est ainsi que j'ai su que quelque chose se préparait. Ils n'avaient pas fini. Ils se regroupaient. J'ai passé la journée à faire semblant de m'en moquer. Courses, café, lessive. Mais au fond, je sentais que la tension montait. On ne grandit pas dans une famille comme la mienne sans apprendre à sentir quand une tempête est sur le point d'éclater. Elle est arrivée à 18h42. Un coup à ma porte. Très délibéré. Pas le genre de coup qu'on prend pour un voisin. Quand j'ai regardé par le Judas, je me suis figé. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient rouges, et elle tenait un sac en plastique dans une main. Je n'ai pas ouvert la porte. Je suis resté là, à la regarder. Après une minute, elle a parlé à travers la porte. « Jane, s'il te plaît. Je sais que tu m'entends. » Je n'ai pas répondu. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes. Le genre qui ne semble pas répéter. Elle a dit que Ryan était parti la veille au soir. Apparemment, il avait fait ses valises après leur dernière dispute. Quelque chose à propos du fait qu'il ne voulait pas commencer un mariage endetté envers sa sœur. Elle a dit que leur organisatrice de mariage, celle qu'elle avait embauchée en panique pour la remplacer, l'avait aussi laissé tomber ce matin-là. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas, « Je sais que tu me détestes, mais s'il te plaît, je ne peux pas retourner chez maman. Il me rejette la faute pour tout. » Cela m'a fait marquer une pause. J'ai entrouvert la porte. Amanda semblait plus petite, d'une certaine manière. Pas seulement physiquement, mais comme si elle avait perdu l'armure qu'elle portait toujours. Elle m'a tendu le sac en plastique. À l'intérieur, il y avait une pile d'enveloppes, toutes attachées avec un élastique. Reçus, contrats, chèques annulés, mon écriture sur chacun d'eux. Elle a dit que maman les avait trouvés dans son tiroir, ce qu'elle utilisait pour organiser les finances du mariage, et avait dit à Amanda de me les apporter pour prouver qu'on ne me devait rien. Mais quand Amanda les a ouverts, elle a réalisé quelque chose. La plupart de ces contributions familiales que maman et papa étaient censés avoir faites étaient de faux duplicata. J'avais payé chacune d'entre elles. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Que maman lui avait dit que j'avais proposé de tout couvrir parce que je me sentais seule et que je voulais me sentir incluse. C'était la partie inattendue. Non pas qu'ils aient menti, j'y étais habitué. Mais qu'Amanda avait vraiment l'air de croire ce qu'elle disait. Elle n'était plus là pour mendier de l'argent. Elle était là parce qu'elle avait enfin vu la vérité. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment. Elle m'a demandé si j'étais heureuse maintenant. J'ai dit non. Je lui ai dit que je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste arrêter d'être traitée comme la carte de crédit de la famille. Puis le coup de grâce est tombé. Alors que nous étions assises là, mon téléphone a vibré. Un nouvel email du lieu de réception. Apparemment, ma mère les avait appelés plus tôt dans la journée, se faisant passer pour mon assistante personnelle, essayant de les convaincre de rétablir la réservation et de la facturer à nouveau sur mon compte. Le directeur avait tout de suite compris. Ils ont tracé le numéro de l'appel et l'ont joint à l'email comme preuve, disant qu'ils l'avaient signalé pour tentative de fraude. Amanda a vu l'email. Son visage est devenu blême. Elle a murmuré, « Elle a vraiment fait ça ?» J'ai hoché la tête. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle s'est juste levée, a dit qu'elle devait régler quelque chose, et est partie sans un autre mot. Cette nuit-là, je n'ai eu de nouvelles de personne. Ni d'Amanda, ni de maman, ni de papa. Jusqu'à 2h07 du matin. Mon téléphone s'est allumé avec un message de ma mère. Une seule ligne. Tu regretteras ce que tu as commencé. Pas d'émoji cœur cette fois. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas fini. Loin de là. Le matin après avoir reçu ce texto de ma mère, tu regretteras ce que tu as commencé, je n'ai ressenti ni peur ni culpabilité, comme elle l'espérait probablement. J'ai ressenti autre chose, quelque chose de stable. J'avais passé des années à essayer de maintenir la paix, à payer pour des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre, à ravaler des commentaires, à faire de la place pour les crises de colère d'Amanda et les excuses de nos parents. Cette fois,
je les regardais se débattre à une distance de sécurité, et je n'allais pas tendre la main pour les en sortir. À 12h08, Amanda a appelé. J'ai laissé sonner une fois, puis j'ai répondu. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle n'a même pas demandé comment j'allais. Elle est allée droit au but. Ryan était toujours parti. Il avait emménagé dans la chambre d'amis de son frère. Il avait dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Le mariage était censé avoir lieu le lendemain. Les invités avaient annulé. Le gâteau avait fondu dans le garage de quelqu'un. La robe était toujours tenue en otage. Il ne restait plus rien, sauf le nom sur la licence de mariage. Elle a dit qu'elle allait le faire quand même. Juste elle et Ryan au palais de justice, s'ils se présentaient. Elle a dit qu'elle ne voulait rien d'autre. Pas de fleurs, pas de musique, pas d'invités. Puis elle m'a demandé si je voulais bien lui prêter de l'argent. Pas donné, prêté. Je suis restée silencieuse. Elle m'a dit que ce n'était pas un piège, qu'elle avait vu les reçus, qu'elle réalisait à quel point elle était plongée dans le mensonge et depuis combien de temps nos parents nous utilisaient toutes les deux de différentes manières. Elle a dit qu'elle n'était pas au courant des faux remboursements, qu'elle pensait vraiment que maman et papa avaient aidé, et que j'avais simplement proposé d'aider davantage parce que je m'ennuyais ou que j'étais seule. Je lui ai dit de m'envoyer le montant dont elle avait besoin. Il est arrivé plus tard dans la soirée. 2400 €. Juste assez pour obtenir la licence, une robe simple d'un grand magasin, et un dîner bon marché avec une poignée de personnes qui ne savaient pas ou ne se souciaient pas de ce qui s'était vraiment passé. Je n'ai pas répondu ce soir-là. Au lieu de cela, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai passé 1 heure à rédiger un contrat de prêt en bonne et due forme. Montant total, paiement mensuel, un taux d'intérêt, pas élevé, juste assez pour lui rappeler que ce n'était pas gratuit. Une date d'échéance chaque mois, des pénalités de retard, un jargon juridique, une conséquence claire si elle manquait plus de 2 paiements. À midi le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant, quelque part de neutre, où personne ne nous connaissait. Elle est entrée, l'air fragile, sans maquillage, des cernes sous les yeux, vêtue d'un sweat à capuche avec les cheveux en chignon. Elle n'a rien commandé. J'ai fait glisser les papiers sur la table. Elle n'a pas posé une seule question. Elle l'a lu une fois, puis a signé chaque page. Pas de commentaires, pas de sarcasme, juste un stylo sur du papier. J'ai viré l'argent juste là, devant elle. Elle n'a pas dit merci. Elle a juste plié les papiers, les a mis dans son sac à main, et est sortie. La cérémonie au palais de justice a eu lieu le lendemain. Ryan s'est présenté, de justesse. Ils n'ont rien posté sur les réseaux sociaux. J'ai su que ça avait eu lieu seulement parce que notre tante Lisa m'a transféré une photo floue qu'Amanda lui avait textée avec la légende « On l'a fait ». S'il te plaît, ne pose pas de questions. Je pensais que ce serait la fin, jusqu'à ce que je reçoive une invitation par email, non imprimée, à un dîner de célébration dans un restaurant local. Aucune mention du drame, juste une note vague et polie sur le fait de commencer enfin ce nouveau chapitre. C'était clairement organisé à la dernière minute. J'ai décliné l'invitation, mais j'ai envoyé un cadeau. Je l'ai fait livrer au restaurant 10 minutes avant le début du dîner. Emballé professionnellement, papier argenté, ruban blanc, pas de carte. À l'intérieur de la boîte se trouvait une impression encadrée de 20x25 cm du reçu de la compte initiale du lieu de réception. Celui qu'Amanda m'avait supplié de payer par téléphone 6 mois auparavant, jurant qu'elle me rembourserait dès qu'elle recevrait l'argent du mariage. Collé au dos du cadre, une copie du contrat de prêt, agrandi, imprimée sur du papier cartonné épais. La signature d'Amanda surlignée en jaune. Le taux d'intérêt entouré. La date d'échéance soulignée. On aurait dit un faire-part de mariage si on ne lisait pas attentivement. Je n'étais pas là pour les voir l'ouvrir, mais je n'en avais pas besoin. À 21h, je recevais des messages. Ma cousine Paige a texté, bordel de M, c'était glacial. Une des amies d'Amanda m'a envoyé un emoji qui rit. Même le frère de Ryan m'a suivi sur Instagram. Personne ne pouvait plus faire semblant. Ils avaient ri quand j'ai dit que je me retirais. Ils avaient dit à tout le monde que j'avais fait une dépression, que j'avais ruiné l'événement familial. Ils avaient fait des blagues dans le groupe de discussion pendant qu'ils dépensaient mon argent. Et maintenant, chaque personne à ce dîner voyait qui avait vraiment payé pour le mariage, qui avait nettoyé le gâchis, qui avait gardé les reçus. Amanda a commencé à effectuer les paiements le mois suivant. Comme une horloge, par virement direct, 221 €. Pas de notes,
jamais en avance, jamais en retard. Juste le remboursement silencieux d'une dette dont tout le monde à cette table se souvenait. Au moment où le premier paiement d'Amanda est arrivé, un virement direct de 221 € exactement le 3 du mois, comme le stipulait le contrat, je n'ai pas ressenti ça comme une victoire. C'était plutôt une reconnaissance silencieuse que l'illusion était terminée. Qu'elle savait que je n'allais pas disparaître cette fois. Que le nettoyage n'était pas gratuit. Et elle n'a pas essayé de déformer les faits. Pas de mots, pas d'excuses, juste de l'argent arrivant sur mon compte. Le silence de nos parents était plus assourdissant que tout ce qu'Amanda aurait pu dire. Après l'explosion, quoi qu'il se soit passé à huis clos quand elle leur a apporté ses reçus, je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Pas même un texto passif-agressif. Rien pour mon anniversaire. Pas un seul message du type « J'espère que tu vas bien ». C'était comme si j'avais été effacé de l'arbre généalogique, discrètement et définitivement. Ça m'allait. Je n'avais besoin de rien de leur part. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la façon dont le reste de la famille a commencé à changer. Au début, c'était subtil. Un j'aime sur l'une de mes publications Instagram de la part d'un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis l'université. Puis un mème transféré par ma tante Lisa sans légende, juste une étrange offrande de paix. Finalement, ils ont commencé à prendre contact. Des invitations à déjeuner. On n'a jamais vraiment eu l'occasion de se rattraper. Des nouvelles déguisées en curiosité. Je n'ai pas répondu précipitamment. Je les ai laissés mariner dans leur malaise pour une fois. Mais la seule chose qui revenait sans cesse, toujours à voix basse, toujours avec un petit rire gêné, c'était le cadeau. Cette boîte emballée dans du papier argenté que j'avais fait livrer au dîner de célébration avait commencé à vivre sa propre vie. Apparemment, quelqu'un avait filmé Amanda en train de l'ouvrir. Le petit ami d'une cousine l'avait capturé sur son téléphone. Personne ne s'attendait à ce que ce soit quelque chose de grand, c'est pourquoi la salle est devenue silencieuse quand elle a sorti le reçu de la compte encadré et l'a retourné pour voir le contrat de prêt agrandi. On pouvait entendre le bruit des chaises, le tintement des verres. Une tante a audiblement dit « Oh mon Dieu ». La vidéo n'a jamais été mise en ligne, mais les gens se la sont transmise en message privé comme un artefact familial. Lors d'une fête d'anniversaire 2 mois plus tard, quelqu'un que je connaissais à peine m'a demandé « Attends, c'est toi qui as envoyé le cadre au dîner de mariage ?» Et quand j'ai dit oui, elle a juste souri et a dit « Iconique ». Amanda ne l'a jamais mentionné, mais elle ne l'a jamais jeté non plus. D'après ce que j'ai entendu, Ryan l'a forcé à l'enlever après qu'ils ont emménagé ensemble, disant que c'était de « mauvaises ondes ». Elle l'a mis dans une boîte dans le placard, mais quand notre cousine Paige l'aidait à déménager, elle l'a vu, toujours enveloppé dans le même papier argenté, comme s'il pouvait être nécessaire à nouveau. Amanda a continué à faire ses paiements à temps chaque mois. Pour les premiers, ils étaient complètement silencieux, juste un chiffre sur mon relevé bancaire. Puis, au 4e mois, elle a ajouté une note. Je paie toujours, je me souviens toujours. Au 6e mois, ça a encore changé. Je sais. Juste ça. Ça n'est jamais redevenu amical entre nous. Nous ne sommes jamais redevenus des sœurs comme les gens s'y attendent. Il n'y a pas eu de réconciliation de vacances, pas d'étreinte larmoyante autour d'un verre de vin et de pardon. Juste ce rythme transactionnel silencieux dans lequel nous sommes tombés. Son paiement, ma non-réponse, et honnêtement, c'était plus une conclusion que je n'aurais jamais cru obtenir. Mes parents ne me parlent toujours pas, mais je sais qu'ils entendent parler de moi. Chaque fois qu'il y a une réunion de famille, un barbecue, une baby shower, n'importe quoi, quelqu'un en parle. Pas du drame, pas de la dispute, pas même du prêt. Du cadeau. L'histoire qui ne veut pas mourir. Ils disent à quel point c'était froid, calculé, brutal. Ils le disent comme si c'était une mauvaise chose, mais le ton change toujours quand ils réalisent que j'ai gardé les reçus, littéralement. Que je les ai forcés à se souvenir. Que je n'ai pas crié, que je ne me suis pas disputé, j'ai juste envoyé un paquet, et ils le déballent depuis. Amanda finira de payer le prêt dans 16 mois. Il n'y a rien qu'elle puisse dire pour effacer ce qui s'est passé. Et je n'ai pas besoin qu'elle le fasse. Parce que la vraie dette, ce n'est pas l'argent, c'est le souvenir. Et celui-là, c'est moi qui le garde.